podcast. « 23 octobre 2025, quatrième épisode de la saison du podcast Radar. Anthony Desaulniers qui est avec vous comme à votre habitude avec Olivier Paiement. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, la fatigue commence à me frapper de plein fouet. On est debout depuis très tôt, nous, mais c'est correct, je suis content d'être là. Ouais, parce qu'il faut l'expliquer aux gens. On est jeudi. Le Canadien jouait hier dans l'Ouest à Calgary, mais nous, on écoute les matchs le lendemain matin parce que c'est trop tôt avec notre beat matinal. Fait que 2h50 ce matin, mon cadran sonnait. Et là, il est 11h au moment où on se parle. Fait que oui, effectivement, là, c'est un peu de fatigue, mais c'est pas grave. On a du fun quand même, j'en suis convaincu. On est rentré à la station, il y avait encore des gens dans les bars autour, puis moi, ça m'a frappé. Là. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le scénario inverse pour moi. Fait que voilà, mais non, mais c'est le fun. Puis pour de vrai, il y a tellement d'actualités le fun dans le monde du hockey puis du Canadien qu'on peut pas se plaindre. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs. Hugo Reich, comment ça va? Salut les gars, ça va bien vous autres? Oui. Je salue votre dévouement ce matin, honnêtement. Mais toi aussi, t'es arrivé un peu plus tôt ce matin. Ben là, c'est même pas comparable, man. Ouais, quand même. Même pas comparable. T'as quand même fait un effort, au moins. Puis moi, j'habite à 5 minutes d'ici, fait que c'est vraiment pas si pour de vrai. À quelle heure tu t'es levé? 3h15. OK. C'est quand même pas si mal. Vous étiez là à quelle heure? On est arrivé à 4h. Ouais. OK. Pour commencer le match, parce que tu sais, c'est une chose d'écouter la rencontre, mais après ça, il faut bâtir l'émission. Ouais, L'émission, habituellement, je la bâtis en écoutant la game de hockey la veille, puis je la continue le lendemain matin. Mais là, tu peux pas, le match peut pas se terminer à 6h quand on rentre en onde, sinon il va y avoir une couple de personnes, une couple de places, ça va être un peu plus lousse, mettons. Anyway, assez de parler de ça. Allons dans le vif du sujet, les gars. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a traité les différents états-majors de la Ligue nationale de hockey, puis on se posait la question, où serait placé Kent Hughes si on faisait un palmarès des meilleures équipes de la Ligue nationale, de la façon qu'on gère? Ouais. Puis tu avais dit, Oli, pour moi, ça doit être Bill Zito qui est numéro 1, parce que, évidemment, avec tout ce qu'il a accompli au cours des années, deux coupes de suite, un ancien agent, puis effectivement, tu as vu juste, parce que The Athletic se sont penchés sur la question. Solide. Et on fait l'état-major. Et on fait ce classement-là des meilleurs états-majors. Les Panthers sont premiers avec 2 coupes de suite. On retrouve le Canadien 7e. Ce qui est quand même très bon. Pour une équipe qui a seulement fait les séries une fois dans les 4 dernières années, c'est incroyable. Là. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ben oui, mais je veux dire, toutes les bases ont tellement bien été établies par Kent Hughes. Le ménage du vestiaire a été super bien fait. Puis après ça, ça a été d'être capable de bien cerner les priorités et aller de l'avant rapidement avec ces priorités-là. Puis honnêtement, chapeau, là, avec la négociation de contrat, des bonnes transactions, ça a été... Parce que les équipes, en plus, qui sont devant au classement, c'est soit des équipes qui ont gagné la Coupe dans les dernières années ou des équipes qui sont prétendantes à chaque saison. Exact. Fait que d'avoir fait les séries par la peau des fesses l'an passé à 91 points et d'être 7e de ce classement-là, c'est tout un tour de force. Puis, tu sais, sincèrement, je pense pas que c'est volé. Là. Je regarde les autres derrière, puis honnêtement, c'est pleinement mérité quand tu regardes l'échantillon complet de ce qu'ils ont accompli dans les 3-4 dernières saisons. Ils méritent de faire partie de ça. Et puis, sincèrement, ça se peut qu'à la fin de l'année, on refasse ce classement-là, puis ils soient dans le top 5, peut-être même dans le top 3 selon peut-être les performances du Canadien en série, puis les autres acquisitions qui auront été faites. Il n'y aura peut-être pas un classement du genre à la fin de la saison, mais il y aura un vote pour le Jim Gregory. C'est vrai. Et honnêtement, si le Canadien de Montréal performe à la hauteur de ce qu'on pense, c'est-à-dire de faire les éliminatoires, pour moi, ça, ce serait déjà une réussite en soi. Je pense qu'il faudra considérer Kent Hughes pour l'obtention de ce trophée-là avec l'acquisition de Noah Dobson, avec l'acquisition de Zachary Bolduc, avec la signature de Lane Hudson. Je veux dire, ce sont quand même... C'est pas des gestes mineurs, là. On parle quand même d'acquisition d'importance et on verra ce que le directeur général du Canadien va nous réserver à la date limite parce que pour la première fois depuis belle lurette, j'entrevois que le Canadien va être acheteur. Là. Ouais. Oui, pas de choix. On verra ce qui se passe avec Patrick Laine. Là. On va avoir une mise à jour, j'imagine, dans les prochains jours, mais selon la gravité de sa blessure, ben, t'auras de l'argent potentiellement qui va se libérer sur la masse salariale, un poste aussi en attaque. Tu deviens acheteur minimum. On sait, il y a le fameux deuxième centre, mais sur le troisième trio aussi, là, tu peux faire une acquisition vraiment intéressante d'un centre ou même d'un ailier pour aider l'équipe à faire le push pour les séries. Puis imaginez juste le boost de confiance que ça va donner aux gars d'arriver à la date limite, puis il n'y a pas d'inquiétude de on est-tu acheteur ou vendeur. Il n'y a même pas de doute, en fait, t'es acheteur à la date limite. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, le message que ça envoie, là, aux partisans. Tu sais, les partisans, ils attendent ça depuis tellement longtemps. Ben oui. Là. C'est quand la dernière fois qu'on a été acheteur?
2021, disons. 21. Ouais, puis même, Mais c'était une drôle de date limite. Eric Stahl. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Eric Gustafsson, Eric le Gustafsson. spécialiste de l'avantage numérique. Bien sûr. Puis Merrill. Ouais, puis John Merrill. John C'était Merrill, pas fameux, là, ouais. tu sais. Mais pour Non, moi, je c'est m'attends ça. pas non plus à des coups de circuit. Non, Je mais... pense qu'on va être acheteur de façon modérée, mais je pense quand même qu'on va être acheteur. Ben oui, pas le choix. Puis ça va avoir une corrélation aussi sur le succès de l'équipe. Là. Comme je disais, les partisans ont faim en ce moment, puis le succès du Canadien, c'est leur nourriture. On n'arrête pas de nourrir le club. Fait que, Exact. Les attentes des partisans, évidemment. Soyons honnêtes, là, le Canadien, ça va très bien. On a encore gagné un match hier contre les Flames. On verra si le Canadien sera en mesure de répéter ce soir contre les Oilers. Mais sur papier, il y a des trous dans cette formation-là. Là. Ben oui. Avec Dak et Laine qui sont absents présentement, on se retrouve à avoir un trio de Newhook, Kapanen et Demidov. Newhook, Renaissance. Kapanen, la révélation de l'année. Je pense que le troisième trio, le trio défensif de Henderson, Evans et Gallagher, s'en va de nulle part et j'espère qu'on va les garder ensemble le plus longtemps possible. Zachary Bolduc est présentement sur le quatrième trio, mais là, il y a clairement des trous. Là. Rien contre Veleno, rien contre Joshua Roy, mais je pense qu'on pourrait clairement aller chercher à s'améliorer, autant en termes de qualité de joueur, mais je vous dirais aussi en âge. Ça ferait pas mal aux Canadiens d'aller chercher quelqu'un qui a un petit peu de poil gris. Là. Ouais, Je vais nommer une liste rapidement, les gars, puis vous me direz si jamais il y en a qui pourraient être des candidats intéressants pour vous, des joueurs qui vont être agents libres l'été prochain. Donc peut-être qu'on pourrait s'attendre à ce qui soit échangé à la date limite. Bon, t'as des grosses vedettes là, qui, d'après moi, ne changeront pas de camp. Là, des Artemi Panarin, des Martin Netchas, Adrian Kempe, tout ça. Mais tu sais, dans les joueurs qui pourraient être des joueurs de location, Alex Stock, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Il a ralenti un peu Toc, par contre. Mais ça pourrait être intéressant quand même dans la situation du Canadien, mais je ferais pas, mettons, une transaction qui ça vient qu'une prolongation de contrat à long terme dans le cas de Toc. J'aurais peut-être peur un peu de ça. Ouais. C'est sûr, mais tu sais, location, court terme à la date limite, joueur physique ça, oui. qui pourrait vraiment aider ton équipe. Puis qui peut dépanner sur un trio offensif. Exactement. Bon, il patine plus tant que ça, mais un Nick Foligno aussi, qui joue avec les Blackhawks de Chicago. Dernière année de contrat, il est vieux, mais est-ce que juste si le prix est très faible, c'est le genre de gars qui pourrait être intéressant peut-être? C'est un gars qui a de la hargne, tu sais, mettons, Foligno, on l'a vu là avec les Maple Leafs, là, il était quand même là, la bougie d'allumage de ce quatrième trio-là quand on l'a vu en séries éliminatoires. Donc. Un gars qui a du leadership aussi. Je pense que s'il rentre dans ton vestiaire, ben il te fait pas mal. C'est pas quelqu'un qui va venir bouder parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Je pense que ça s'inscrit un peu dans le même type qu'Eric Stahl, justement, qu'on parlait il n'y a pas si longtemps, là, en termes d'acquisition de date limite. Bon, quelques autres noms rapidement. Boone Jenner avec les Blue Jackets de Columbus. Aussi. Ça, c'est un nom, je pense, que j'aimerais beaucoup. Au centre. Pourrait même boucher un trou sur le deuxième centre. Et puis c'est à court des terme. Capitaines en date. Des capitaines, des gars avec des lettres. Moi, j'adore Boone Jenner. C'est vraiment, c'est des profils vraiment intéressants. Sinon, on a des candidats un peu de calibre moindre. Là, à la, Anthony Mantha, j'ai l'impression qu'à chaque année, on pense qu'il va partir avec le Canadien. Là. Mais moi, j'aimerais ça, un gars dans ce moule-là. Anders Lee, qui est à sa dernière année avec les Islanders de New York. S'ils acceptent de retenir une partie du salaire, ça pourrait être intéressant. Ce serait le fun de voir un vétéran comme ça débarquer avec le Canadien rendu dans 4-5 mois. Ce sera vraiment pas impossible, puis on verra, parce que le Canadien, de la façon que l'équipe est bâtie, il y aura de la place pour faire une telle acquisition, parce que Kent Hughes demande à ses joueurs de laisser un peu d'argent sur la table lorsqu'ils procèdent à des prolongations de contrat. On l'a vu. Jake Evans a signé en dessous du marché. On a vu aussi Lane Hudson signer en dessous du marché. On a vu des prolongations de contrats ou des contrats tout court à des joueurs comme Alex Newhook à 2,9 millions, Kirby Dach à 3,4 millions, Caulfield et Slavkovski qui signent en bas de Suzuki, Dobson qui débarque ici, qui accepte moins d'argent que ce qu'il avait sur la table s'il était échangé à Columbus. Tu sais, clairement, tout le monde laisse de l'argent sur la table. Mais hier, dans le cycle podcast avec Pierre Lebrun, ça a été mentionné que selon l'informateur de TSN, Kent Hughes aurait lui aussi laissé de l'argent sur la table lors de sa prolongation de contrat avec Jeff Molson. Comme quoi, s'il demande aux joueurs de faire un effort et d'en prendre un peu moins, le directeur général a appliqué la même recette à sa propre situation. Moi, je lui lève mon chapeau. Là. Je lui lève mon chapeau, mais si je mets mon chapeau de théoricien du complot, je trouve ça intéressant aussi parce que les salaires, les contrats des entraîneurs puis des DG dans la LNH, ça sort à peu près jamais. Alors, c'est quand même, disons, curieux que cette info-là soit sortie, mais
Je pense que c'est vrai qu'il faut lui lever son chapeau, que c'est pas un hypocrite. C'est quoi, mettons, ta théorie? Pourquoi tu précises Ben, clairement, ça au il y a une passage? raison pourquoi c'est sorti. Ben oui. Martin Saint-Louis, on n'a aucune idée du salaire qu'il fait, on n'a aucune idée même, je pense, de la durée de son contrat, ou peut-être qu'on sait le contrat est pour combien de temps, mais ces informations-là, c'est à peu près jamais public. Alors là, c'est rendu public, c'est sorti par un informateur. Il y a une raison derrière ça. Il y a sûrement quelqu'un qui a dit ça à Pierre Lebrun, quelqu'un qui a à gagner que cette information-là soit publique, probablement quelqu'un dans l'entourage de Kent Hughes, si c'est même pas lui personnellement. Alors, tu sais, il paraît bien à travers cette histoire-là, puis tant mieux pour de vrai. Je veux juste dire que, tu sais, c'est pas très commun non plus qu'on sache des détails sur les DG, leurs contrats, même chose pour les coachs. Je suis 100% d'accord, mais en même temps, chaque fois qu'un informateur ouvre la bouche, c'est parce que ça bénéficie à quelqu'un. C'est ça. Tu sais, c'est souvent le joueur, l'agent, le directeur général, quelqu'un dans l'entourage de l'équipe qui va couler l'information dans les médias parce que ça fait mon affaire que cette information-là soit rendue publique. Ouais. Ben, dans le cas de Kent Hughes, puis tu sais, écoute, je regarde les mots exacts là, de Pierre Lebrun. De ce que je comprends, en parlant à d'autres personnes à travers la Ligue. Tu sais, on dirait que c'est encore plus précisé pour justement... Ouais. Mais moi, je suis à la même place que toi, Oli. Je pense que c'est tout à l'avantage du Canadien, tout à l'avantage de Kent Hughes. Peut-être pas Kent directement, mais tu sais... Un des Jeff. 1 plus 1, 1 plus 1 égale 2. Ben, exactement. Mais si on revient au fond quand même... Je pense pas que Kent Hughes va débarquer dans une négociation quelconque avec un joueur Ça va pas être un et argument. qui va dire « Hey, écoute ce que Pierre Lebrun a dit, mais juste que ça circule autour de la Ligue, c'est question d'image. C'est ça. Même chose que quand on a échangé Jeff Petrie avant le début de la saison parce qu'on voulait que ses enfants soient à l'école. Ouais. Tu sais, on a un peu un aura de bon garçon autour de l'organisation du Canadien. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a des joueurs autonomes ou des joueurs qui acceptent de lever leur clause pour venir jouer à Montréal. Ou un Noah Dobson qui s'est arrangé pour venir à Montréal. Exact. C'est ça, parce que le marché devient attirant, puis le message véhiculé, c'est vraiment qu'on monte en groupe, qu'on est capable d'avoir du succès en groupe. Puis pour la majorité des signatures de Kent Hughes, tout le monde autour de la Ligue toujours en train de se demander pourquoi le salaire est aussi bas et pourquoi à long terme autant. Puis le fait que Kent Hughes, en fait, le fait que Pierre Lebrun sorte cette information-là qui a clairement été découlée du camp Kent Hughes, ça avec, c'est comme un point à la fin de la phrase pour dire comme, hey, moi aussi je pense comme ça, puis je viens un peu valider ce que j'essaie de vendre à mes joueurs, dans le fond. Passer un pas un message plein pour de le reste de la Ligue, exact. Ah, c'est ça pareil. Ben oui, mais c'est ça pareil. pour vrai, c'est ça pour Parce vrai. qu'imaginez si à la place, je sais pas, ça sortait un informateur qui sortait contrat record pour Kent Hughes, il devient le DG le mieux payé de l'histoire de la LNH. On serait comme, ouais. Mais non, Good mais for c'est ça him, pour vrai, mais... tu sais. Mais en même temps, on pourrait pas lui en vouloir. Parce que Kent Hughes gagne 55 millions ou 1,5 million, ça n'a aucun impact au final Non. sur le plafond salarial, sur les performances de l'équipe. Ça fait pas en sorte qu'on va être obligé de renoncer aux dépisteurs dans l'Ouest canadien parce que Kent Hughes... Non, c'est juste Jeff Molson qui C'est une parle. question d'image. C'est juste une question d'image, Ouais. exactement. Ouais. Les gars, j'ai oublié de le dire en début de podcast, parce que notre podcast est très déconstruit, là, je sais pas si vous avez remarqué. On a commencé un jeu la semaine passée. On s'est volontairement imposé des mots à dire. On l'a fait la semaine dernière. Ça a été très drôle. Ça expliquait pourquoi que Hugo il est allé d'une théorie C'est pour ça que je me suis fait roaster sur le fait que j'ai utilisé le mot grenouille. T'as dit bloquer des lancers comme une grenouille. On t'a vraiment gaslight, ça là. n'a pas marché. Ça a été épouvantable. Fait que on s'est volontairement donné des mots à plugger au cours du podcast. Puis je vous invite en commentaire sur le YouTube à essayer de trouver quels mots nous devons plugger d'ici la fin de l'épisode. Et évidemment, on vous donnera la réponse là, en commentaire ou la semaine prochaine, on verra. Faut dire que tu fais quasiment la même chose à la radio. Tu fais pas des jeux comme ça, mais des fois, tu fais C'est exprès le mal des transitions. d'envoyer des petites insides. pointes, des insights cachés que absolument personne comprend, mais juste pour le fun puis pour le défi. Fait Ben que ouais, ça nous fait comme un casse-tête mental. Là. Ben, drôle. c'est juste drôle. Je pense qu'on Exact. s'amuse Ben avec ça. Ben Puis oui. si ça vous tente de jouer avec nous, puis vous pourrez nous dire si ça a été bien utilisé ou si ce sera un lamentable échec. Encore une fois, cette semaine. L'exemple grenouille. Ouais, Grenouille, c'était moins, l'exemple, moins c'est fort Grenouille. un peu la C'est semaine. Mais nous, on a standard. été plus subtil quand même. Oui, Ouais. vous avez été À très voir fort. comment on va se débrouiller cette semaine. Bon, parlant de Pierre Lebrun, il y a aussi sorti une autre rumeur en provenance des Hurricanes de la Caroline. On aurait été très agressif pour faire l'acquisition de Kirill Kaprizov. Évidemment, là, parce que, OK, il a refusé 16 millions. Qu'est-ce qu'on va faire du côté du Wild? Est-ce qu'on va décider de finalement le transiger? Ben, Rick Tolsky se serait renseigné pour mettre la main sur Kaprizov.
Et quand on y pense 2 secondes, ça fait quand même du sens. Ben oui. Les Hurricanes de la Caroline, le 2 ans, Jake Gensel. Ouais. L'année dernière, Mikko Rantanen. Ça ne fonctionne pas pour Rantanen. On va le rééchanger. Des discussions avec les Maple Leafs pour Mitch Marner. Tu sais, on a comme une volonté d'aller frapper le coup de circuit pour être capable d'enfin de se sortir de ce marasme-là que les Hurricanes ne sont pas capables de passer à l'étape suivante. Ouais, mais moi, je les comprends parce que j'ai vraiment l'impression que les Hurricanes sont à un joueur d'être de sérieux prétendants à la Coupe. Ouais. Il leur manque comme la superstar qui va marquer le gros but quand ça compte, qui va mettre l'équipe sur ses épaules en série pour passer au prochain niveau. C'est comme si, tu sais, je pense que ça fait 7 ans de suite qu'ils font les séries. C'est une belle petite équipe. Tout le temps dans le top Brind'Amour a 3 de bâti une bonne Métropolitaine. culture, mais il manque de star power. Fait que moi, je les comprends de essaie-toi. Ils repêchent bien. Ils ont encore beaucoup de choix au repêchage. Ouais. Eux sont mieux d'aller à la pêche parce que à un moment donné, ils vont l'avoir le gros poisson. Puis je pense que s'ils ont besoin de ça, Ouais. tu gagneras jamais de coupe avec Sébastien Aho comme meilleur joueur. Non, mais tu sais, c'est ça. Je Ils pense. sont à la recherche aussi du talent pur. Puis eux, ils n'ont pas peur d'aller repêcher en Russie. Je pense que c'est ça qu'ils font depuis les 5 dernières années. Mais Ils prennent des chances. Là. Ils prennent des chances, mais tu sais, il faut le dire aussi, il faut souligner le fait qu'ils sont encouragés par leurs joueurs, comme tu l'as dit. Comme même si on n'a pas, mettons, ce joueur élite-là, on a des bons joueurs qui poussent tout le temps, qui nous permettent tout le temps d'être forts, autant dans le classement général de la saison régulière qu'en séries éliminatoires. Mais Là, en série, ils arrivent tout le temps flat. C'est le mur, exact. Finale de l'Est, ils se font balayer. Puis c'est C'est comme, il n'y a Parce qu'on aucune dit- chance contre les Panthers. Parce qu'on a l'impression que l'Atlantique est plus forte que la métropolitaine. Ben Ils oui. sont capables de se débarrasser des Devils, puis ils sont capables de passer à l'étape suivante. Mais là, quand ils arrivent contre les Panthers, ben là, paf. Oli, je vais te corriger parce que c'est peut-être on pense que justement parce que la transaction Rantanen, on a eu une trolley de choix de la part des Stars. C'est plus ou moins le cas pour les Hurricanes. On n'a pas notre propre choix dans les 5 premières rondes l'année suivante. C'est en raison de la transaction de K'Andre Miller. On a premier choix, c'est la transaction Miller. Le deuxième choix aussi, c'est Miller. On n'a pas notre 3, on n'a pas notre 4, on n'a pas notre 5. Mais on a le choix de premier tour des Stars. C'est ça. Et on a un deuxième choix de premier tour des Stars en 2028. Mais l'année prochaine, au moment où on se parle, on se présente 3 fois au podium en première ronde et 2 fois en 6e ronde. Oui, c'est tout ce que tu disais, c'est vrai. Mais on n'a peut-être pas cette abondance-là de choix comme on l'avait par le passé là, avec les Hurricanes. Mais ils ont des bons espoirs aussi. Tu sais, c'est une équipe qui, eux, ils visent le circuit quand ils arrivent au repêchage. Ouais, puis on s'entend Ils visent pas le simple. On y va pour la clôture. Des fois, ça marche. Ouais. Puis des fois, ça marche pas. Ils se plantent royalement. Ouais. Ben, en tout cas, c'est vraiment fascinant comme organisation. T'as leur DG qui est comme un gars de stats avancés, Tolski qui est comme une espèce de nerd qui pas rapport au hockey, mais c'est un gars vraiment des analytiques puis des statistiques avancées qui se retrouvent là. C'est une organisation qui est fascinante pour de vrai. Ouais, c'est ça. Puis je trouve qu'on a des belles surprises aussi au sein des espoirs. T'sais, on s'entend, l'acquisition de Logan Stankoven, ça fait du bien, mais je pense à des gars comme Jackson Blake. Là. Jackson Blake, c'est une belle révélation l'an passé. Puis le fait d'avoir justement des gars qui sont capables de pousser comme ça, qui sont surprenants, puis ça démontre aussi, justement, comme tu l'as dit, le bon talent de repêchage derrière ça. Puis écoute, je vais vous faire rapidement là, un tour d'horizon des repêchages là, des Hurricanes de la Caroline. On s'est servi de Ville Koivunen justement pour aller chercher Jake Gensel. Ça, c'était intéressant. Scott Morrow est un défenseur qui avait quand même un bon potentiel. On a tenté de viser la clôture avec Gleb Trikozov en 2022, un espoir russe qu'on n'a pas encore vu dans la Ligue nationale de hockey, mais qui est glissé au repêchage. T'as du talent, t'es russe, viens ici. On fait juste repêcher des Russes. La même année, on a repêché Alexander Perevalov. L'année d'après, en 2023, on a mis la main sur Bradley Nadeau, un espoir que j'adore beaucoup. Il est très, très bon. Moi, je pense qu'il va avoir du talent dans la Ligue nationale. Dominic Palinka aussi est intéressant du côté des Hurricanes. On a mis la main sur Justin Poirier en 5e ronde, un joueur qui glissait beaucoup, un marqueur. On verra ce que ça va donner. Donc, on a Ivan Ryabkin cette année, qui est un joueur aussi qui glissait au repêchage, que certains avaient identifié dans le top 15. Il l'a ramassé 62e. Fait que les Hurricanes, on n'a pas peur de ça. Peut-être qu'on se plante, mais au moins, si on se plante, on a essayé d'avoir le circuit. Exact. Si on ne l'a pas, ben c'est tant pis. Et en 2024, sur 10 choix, ils ont pris 6 Russes. C'est assez incroyable. Mais tu sais, là, on commence à le voir. Là. Alexander Nikishin a quand même des bons débuts. C'est un gars qui débarque vieux dans la LNH, mais il a été dominant dans la KHL. Il a été un capitaine aussi dans la KHL. Exact. T'as Kochetkov qui a quand même montré des bons flashs comme gardien dans la LNH. Moi, je crois en eux. C'est juste que c'est ça. Il te manque vraiment ton alpha, ta grosse vedette, je pense, pour passer au prochain niveau. Puis je sais pas quand est-ce qu'ils vont l'avoir parce que ça court pas les rues. Là. Fait que je les comprends de s'essayer, mais en même temps,
c'est pas facile de mettre la main sur une vedette comme ça en attaque. Ben, écoute, dans les dernières années, là, on a eu la chance de voir des transactions de Mitch Marner et de Mikko Rantanen. Là. Ouais. Hey, faudrait remonter loin dans le temps pour voir d'aussi gros noms changer d'adresse. Tu sais, habituellement, les joueurs de cette trempe-là, tu les signes à long terme puis tu essaies de les conserver et ils vont changer d'adresse, un peu comme Stamkos, là, dans la dernière portion de leur carrière où est-ce qu'une équipe n'est pas nécessairement prête à s'engager à long terme. Non, ça a été quand même assez impressionnant. Est-ce que les Hurricanes pourront répéter le coup? Parce qu'ils l'ont eu, Rantanen, mais ils ne voulaient pas s'entendre là. Ils ont travaillé fort, par contre. Ils travaillent vraiment fort. Ouais, ça a pris du temps là, avant qu'ils se rendent là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, ouais. Bon, les gars, on a parlé de Kaprizov. Je ne sais pas si vous avez entendu les propos de Bill Guérin, qui est évidemment le directeur général du Wild, mais aussi de l'équipe américaine aux Jeux olympiques. À propos de Lane Hutson, il mentionne Hutson est un bon joueur, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Je ne sais pas si son heure est venue pour se tailler une place avec l'équipe américaine. Est-ce que ça vous dérange de voir que, de facto, du côté des États-Unis, c'est comme si on laissait comprendre à tout le monde que, hey, ayez pas trop d'attente pour le défenseur du Canadien, il fera pas l'équipe avec nous cette année. Ben je trouve que c'est quand même, c'est très honnête de sa part. Puis faut pas nier le fait que les États-Unis sont quand même bien nantis là, à la ligne bleue. Là. Est-ce que Lane Hutson aurait une place finalement avec les Slavin, Werenski, Hughes, Fox, McAvoy, Sanderson. Exact, Sanderson. Slavin. Exact. Ça en fait beaucoup là. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est. Faber aussi, ouais. Mais pourquoi on lui a pas donné une chance au moins au camp? Là? Mais là, on s'est rattrapé la semaine passée. Ouais, on l'a ajouté à la liste, mais tu sais, t'aurais pu l'inviter au camp. Moi, il vient de gagner le Calder. Je comprends à 100% pourquoi il ferait pas l'équipe. Surtout si Jackson Lacombe est là. C'est ça. Puis surtout que Lane Hutson, on s'entend. Quinn Hughes aussi, qu'on n'a même pas mentionné, mais c'est un gars de powerplay. Puis là, juste chez les gauchers, t'as déjà Quinn Hughes, Zach Werenski, t'as Adam Fox à droite aussi qui peut être un carrière, fait que t'aurais pas vraiment de place pour lui. Mais tu sais qu'on invite Ryan McDonough au camp, mais pas lui, c'est juste bizarre là, pour moi. Bon, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous dites. Ouais. C'est bizarre qu'on l'ait pas invité. Puis ça sera pas bizarre quand il ne sera pas pris pour l'équipe américaine. Non. Parce que la réalité, c'est qu'il vient de commencer dans la Ligue nationale de hockey. Chaque chose en son temps. Là. Je veux dire, il y a plein de joueurs qui auraient mérité peut-être plus tôt. Mais Lane Hutson, ce n'est pas Sidney Crosby non plus. Aussi bon soit-il. Il aura l'occasion un jour d'enfiler l'équipe, le chandail de l'équipe américaine, mais son temps n'est pas venu, puis c'est tout. Il n'y a pas de scandale là. Puis tu sais, appelons un chat, Lane Hutson en ce moment, c'est pas le défenseur le plus complet. Tu sais, si t'es pour bâtir une équipe olympique, tu veux battre le Canada, quand tu arrives sur une troisième paire, est-ce que je préfère avoir, disons, un Jake Sanderson qui est quasiment aussi mobile que Lane Hutson, mais beaucoup plus complet. Beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Moins de flair offensif, mais sincèrement, un défenseur qui est capable de jouer littéralement sur 200 pieds, qui est un vrai général. C'est normal qu'il passe avant Hutson. Après ça, dans 4 ans, quand Hutson aura pris du galon, qu'il va avoir progressé, il risque d'avoir sa place, mais tu fais le morceau, tu mets en place les morceaux du casse-tête pour les États-Unis, puis c'est dommage, mais il n'y a juste pas de place pour lui. Surtout avec le style de jeu qu'il préconise. On les a vus là, à la Coupe des 4 Nations. C'était très robuste, c'était très physique. On tentait d'intimider l'adversaire. Hutson n'est pas équipé pour faire ça. Ça fait pas de lui un mauvais joueur de hockey pour Au contraire, c'est ça. Puis il y a eu des sélections très particulières dans le cas du camp d'orientation de l'équipe américaine. C'est Jackson Lacombe, mais il y a des gars comme Alex Vlasic aussi qui sont là. C'est des gros gars qui finissent dans mise en échec. Mais c'est ça, c'est essayer de jouer dans la tête, essayer d'être intimidant. Fait que j'ai hâte de voir quelle sélection était là. Noah Hanifin aussi, je pense qu'il est là. Ouais, mais Noah Hanifin, quand même, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. La réputation. Pareil, ouais, c'est ça. Puis en plus, Hutson, c'est bizarre parce que souvent, il y a beaucoup de politique là, dans les choix pour les équipes nationales, mais c'est quand même un gars qui a joué dans le programme de développement, qui a représenté les États-Unis au Mondial Junior. Son frère, d'après moi, va encore jouer avec l'équipe américaine. Je me rappelle pas il y a quel âge, mais il risque d'être là s'il y a l'âge au Mondial Junior. C'est en 2024 pour Hutson. C'est pas quelqu'un qui est blacklisté, par exemple, à la... Michael Age, il joue dans la NCAA, le Canada veut pas l'inviter à son camp. Là. Il fait partie un peu des Golden Boys américains qui ont joué pour le programme et tout. Ça, d'ailleurs, parenthèse, il faut falloir que l'équipe canadienne change son fusil d'épaule par rapport à ça parce qu'il y aura de plus en plus de gars canadiens qui vont évoluer en NCAA. Mais tu sais, il y a aussi... Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Puis aussi...
peut-être juste la mentalité comme de philosophie. Tu sais, j'ai le feeling que les États-Unis, c'est très comme on va prendre nos meilleurs joueurs, on va le mettre dans l'alignement, puis on va faire de quoi avec ça. Tandis qu'au Canada, c'est comme quasiment une question de culture, man. L'équipe de Dave Cameron, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Tu sais, mais c'était des gars qui aimaient. Tu comprends? C'était pas les meilleurs joueurs. On connaît plus le hockey que tout le monde. Puis à un moment donné, il va falloir réaliser que le Canada, aussi bon soit-il, et je pense encore qu'on est la première puissance mondiale, tout le monde s'est amélioré. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de se penser supérieur puis de se mettre nos bas de travail. Avoir un Oliver Bunk sur l'avantage numérique, puis Zane Parrott qui est pas là, puis... J'ai contre Mathieu Catafort puis Luca Penelli. Mais... Ah non, rien contre eux, mais... Ouais, mais tu sais, Dave Cameron, il a milité pour ces gars. Là. Ben, c'est ça. C'est un autre dossier. Puis pour revenir aux Américains, en fait, c'est quand même fou de penser qu'en ce moment, Cole Caulfield a peut-être plus de chances de faire l'équipe américaine que Lane Hutton. Ouais. Alors que chez le Canadien de Montréal, tu dis qui est le joueur le plus important au sein de cette équipe-là, puis 100 personnes sur 100 vont te dire Lane Hutton. Qui a le plus de chances entre Caulfield et Suzuki de représenter son pays aux Olympiques? Oh, ça c'est une bonne question. Moi, je pense Suzuki, honnêtement. Je pense que Nick Suzuki, t'as pas le choix de prendre en considération qu'il est là. On parlait de développement tantôt, tout le monde s'améliore. Cole Caulfield s'améliore, il est dans une discussion parfaite. Mais là, j'ai regardé le classement des meilleurs pointeurs de la Ligue présentement. Pas Cole Caulfield, mais Nick Suzuki dans le top 10 en ce moment. Là. Ça va bien. Là. Ouais. Donc, puis je pense que c'est FX Bénard qui travaille ici qui notait ça l'autre jour. Depuis les 4 nations, Nick Suzuki, c'est le meilleur pointeur de toute la LNH. Exactement. Il a vraiment pris une ça parle pas mal. Là. Ouais. On parle pas d'un échantillon de 4 games. Non, tu parles de la fin de la saison. Là. Quand ça compte. Quand le jeu est plus robuste. Quand chaque match compte. Lui élève son jeu d'un cran. Puis là, il connaît un bon début de saison. Généralement, Nick Suzuki plus long au début de la saison. Ouais. Là, il n'a rien perdu. Ouais. Puis au-delà des points, Oli, la façon qu'il joue sur la glace, le gros tir bloqué, prestance, la sortie de zone, on l'a vu encore hier contre les Flames. Un excellent début de saison pour le Canadien, mais après ça, un peu plus amorphe. Qui se lève en troisième période pour changer le momentum, pour renverser la tendance? Encore une fois, le capitaine, en début de période, grosse chance de marquer, frapper un poteau, bloquer un tir, provoquer une punition. Je sais qu'on l'a eu, là. Mais pour moi, il n'y a pas de doute. Nick Suzuki puis Mark Scheifele avec les Jets, ces deux gars-là, il faut qu'ils fassent partie de l'équipe canadienne. Mark Scheifele a sa place. Mark Scheifele a sa place autant que Suzuki. Un centre de 90 points dans la LNH. Un peu gros, il y a de la grit. Je sais qu'à Montréal, on l'a eu, mais c'est un super bon joueur de hockey. Ouais. Mes respects au Travis Konechny de ce monde, à Anthony Cirelli, qui est un super bon attaquant défensif. Seth Jarvis, Mark Stone. Quoique Mark Stone, il est blessé, mais il connaît une super bonne saison avec les Golden Knights. Ces deux gars-là doivent être la formation canadienne. Tu sais, sur un quatrième trio, c'est parfait d'avoir Suzuki puis Scheifele. Puis si c'était le cas des blessures, je pense qu'il aurait fait de l'alignement des 4 nations. Là. Je pense que Scheifele, je sais pas s'il était blessé à ce moment-là. C'est pour ça qu'il n'a pas il y a même eu une blessure à la dernière minute et ils l'ont pas rappelé, il me semble. J'en ai un pour vous, un autre nom, qui pour moi, là, il serait là. Tom Wilson. Non, je suis pas d'accord. Si tu veux brasser un petit peu c'est du hockey international, c'est pas la même chose. C'est pas fou. Mais ça reste joue au hockey, par exemple. Ça me gosse qu'on s'est fait manger à la laine sur le dos par les Américains. Moi, je n'aurais pas de problème à prendre Tom Wilson dans mais il n'y aura pas d'incident comme avec les Tkachuk où il y a 42 batailles dans les 2 premières minutes. C'est du hockey international. Les règles sont beaucoup plus strictes. Les arbitres, ils appellent plus les pénalités. T'as des expulsions qui viennent beaucoup plus facilement. OK, mais habille-le pas à tous les matchs, au pire. Mais t'as déjà Sam Bennett qui peut faire ce job-là. Non, mais je comprends qu'il faut de la masse. Puis écoute, là, je vais mettre ma casquette de coach là, un instant. Là. Mais il y a... Tu sais, les Américains, c'est une équipe qui chirp beaucoup. C'est une équipe qui vont faire du bruit autour d'une équipe. Mais un moment donné, t'atteins un mur pour l'adversaire où tu le laisses aller. Je comprends que il y a une présence physique, puis ça va toujours être là, puis ils vont être dérangeants, mais il y a du monde, je pense, qui sont capables de répondre de même dans l'alignement. Mais à un moment donné, surtout dans une compétition internationale, tu peux faire fi de ces commentaires-là. Je suis d'accord avec toi, Hugo. Qui a gagné les 4 derniers tournois Best on Best? C'est le Canada. Les États-Unis font patate depuis toujours sur la scène internationale. Pourquoi est-ce que tu devrais modeler ton équipe sur « je veux être capable de les battre » alors que c'est toi qui es le favori, alors que c'est toi qui es supposé gagner ce tournoi-là de base. Ah, mais je te parle pas de modifier drastiquement de la façon que tu joues. Je te dis juste que ils vont venir dans ta face. Puis tu peux être physique tout en étant discipliné. Tu peux déranger sans laisser tomber les gants.
Tu sais, un Tom Wilson qui, après un sifflet, passe un gant en face, freine proche du gardien. Ouais. Mais oui, puis après ça, dans un match, il va pogner un 10 minutes de pénalité parce qu'il aura arraché la tête d'un pauvre laiton. Là. mais ils sont super stricts dans les compétitions internationales. Puis Oui, ça, c'est vrai. on l'a vu, mettons, tu sais, je sais pas pourquoi je suis vraiment stické là-dessus, mais les Suédois, c'est vraiment des mauvais perdants. Puis honnêtement, allez voir comme des situations de match international où la Suède, le match est hors de portée. Ouais, Elias Anderson avait lancé sa médaille, rappelez-vous. C'est exact. Ouais, Elias C'est Anderson. exact. Les Suédois vont être encore plus dans la face des adversaires, vont être encore plus chiens un peu dans les arrêts de jeu. Ils vont essayer de narguer, puis il écope beaucoup de pénalités. C'est ça que j'ai remarqué, en tout cas. Ouais. Mais Je suis curieux d'avoir l'opinion des gens. Répondez en commentaire sur YouTube. Tom Wilson, pour vous, c'est un oui ou c'est un non? Je suis pas si sûr que ça, que c'est autant d'un côté comme de l'autre. D'après moi, ça va être assez 50-50. J'ai hâte de voir. ouais, Mais c'est j'ai sûr hâte de qu'il peut voir. peut-être avoir sa place. Il ne faut pas le nier non plus. Là. En tout cas, ça va être On a intéressant. gagné les 4 nations sans lui. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, on a toujours place à amélioration. Un joueur, qui sera-t-il de retour ou pas? Il aurait pu gagner le trophée Conn Smythe. Est-ce que Brad Marchand va être de retour aux Olympiques? Pas le choix. Avec la façon dont il a joué en série, tu sais, tu parles d'amener de l'énergie, des bâtons en face, des gants en face. Brad Marchand, c'est ça. Puis c'est un gars qui, rendu à son âge, il est rendu tellement mature qu'il sait comment se doser. Là. Ouais, c'est il, ça, est il plus en connaît train la ligne. il est plus en train de licher. Léo il est plus en train de- puis, Léo Komarov. Léo Komarov, ouais, c'est ça. il est plus en train de licher un adversaire comme si c'était un gars de 17 ans qui venait d'enlever une première brassière. Ouais, là, c'est tu sais. ça. C'est un gars qui est mature. Brad Marchand, il a appris à se doser. Moi, j'aimerais vraiment le voir aussi pour son leadership dans cette équipe-là. C'est un des seuls dans la formation canadienne qui a quand même beaucoup d'expérience internationale. Fait que voilà. Ouais, et puis si je me trompe pas, il était là en 2014. Oui, Non, non seulement il était là en 2000, en Il était là à la 2016. Coupe du Monde. En 2016, il était Pas là. de- Oui, 2014, il y a inscrit le but gagnant. Les seuls qui resteraient de 2014, ce seraient Crosby et Doughty. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Doughty, fais-tu l'équipe? Je sais pas comment ça se passe sa saison avec les Kings. Parce que les Kings semblent un peu au ralenti. Oui, mais la chose qui joue en sa faveur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de droitiers avec le Canada. Que je t'en Après nomme un? McCarr, Puis tu t'en as un droitier? Noah Dobson. Noah Noah Dobson. Ça, Parce qu'après Kel McCarr, il n'y a pas de valeur sur Parayko. La façon que Dobson se comporte présentement à Montréal, c'est sûr qu'il est dans la conversation. Ouais, il y a sa place. Est-ce que Travis Sanheim, il est droitier? Je crois que c'est un. Faut demander à Gonzo. Ouais. Gonzo! Non, mais pour vrai, Dobson, la façon qu'il joue, C'est un gaucher. C'est à gauche, je pense que t'as pas le choix de... Non, faut Parce que tu sais, faut il se soit bat dans la avec conversation. qui? Uyghur, Montour. Bon, je pense que McCarr, Parayko, c'est sûr, mais Uyghur, Montour, Ekblad. C'est qui les autres droitiers? On va prendre Dobson avant tous ceux-là. Ouais. Ben, évidemment, on a tous des lunettes roses, là, parce qu'on regarde... Extrêmement biaisé, mais. C'est normal. Non, mais il mais fait je pense que bien c'est ça normal, aussi, mais en même là. temps, on est capable de reconnaître qu'il a une excellente saison. Ben oui, il fait super bien ça, là. Tu sais, il est dominant, puis Exact. ça va. C'est sûr qu'il c'est clairement qu'il aide au vestiaire du Canadien présentement, donc il va aider au vestiaire de l'équipe canadienne s'il fait le club. Exact. Tu veux-tu poursuivre là-dessus, Oli, pendant que tu fais une recherche? Ou, Ouais, j'enchaîne? recherche rapide, là, je vais essayer de trouver les Canadiens qui sont droitiers. Il y en a vraiment pas beaucoup. Pour de vrai, là, tu sais, à peu près tous les bons défenseurs canadiens sont gauchers. Fait que t'as raison. Puis c'est là où je me demande vraiment si la place de Drew Doughty serait pas acquise, là, mais tu sais, ça tombe rapidement après McCarr, là. C'est des Brandon Montour, puis des Jordan Spence, puis Noah Dobson, Dylan DeMello, Aaron c'est ça. Ekblad, Non, c'est ça, là. Mackenzie Uyghur, Non. Encore, non, c'est ça. Non, pour moi, je pense que si j'avais à parier aujourd'hui, je pense que Dougie Hamilton. je pense que peut-être. Dobson va être aux Olympiques. Ouais. Ça, c'est si Hamilton n'est pas blessé. Ouais. On parlait de Marchand. Prenons le temps. Evan Bouchard. Bouchard. C'est vrai. On verra. On a vu Brad Marchand de retour à Boston. C'était le fun de voir quand même une autre facette de cette personnalité. Là. Il était très, très émotif. Ben oui. Je peux comprendre, honnêtement. Moi, je veux dire, moi, dans la vie, je suis un émotif. C'est sûr que j'aurais broyé Oui. comme un bébé. Tu pleures moi à chaque aussi. fois que Demidov marque. Exact. C'est vrai. Fait que, c'est beau. je le Tous ces buts sont comprends beaux. quand même, Marchand, là, d'avoir été autant submergé d'émotions. là. Ouais, Exact. tu sais, c'est quand même quelqu'un qui a vécu beaucoup là, chez les Bruins de Boston. Ouais. Il est arrivé tout jeune. Ils ont gagné la coupe rapidement. Il Ouais. était comme
vraiment une boule d'énergie pour cette équipe-là. Puis, tu sais, il a maturé. Il a fait 2 autres finales de la Coupe, je crois. Oui, 2 autres finales. Ouais, contre Chicago puis contre Saint-Louis. Puis, tu sais, il a fait quand même une bonne ride avec ses bons vieux amis, Bergeron, Chara, Rask. Puis, à la fin, il était le seul qui est resté de ce cycle-là. Ouais, exact. Puis là, la transaction, il me semble que ça avait été un petit peu difficile, là, la transaction où il était passé des Bruins aux Panthers l'an passé. C'était Pas difficile. C'est que les négociations de contrat avec les Bruins ne se sont pas bien passées. Ouais, mais les Bruins ont décidé de l'accommoder puis ont dit où t'aimerais aller jouer. Ouais, puis il a dit ça. les Panthers. C'est ça. Alors, quand même, un départ émotif de Boston. Non, moi, Brad Marchand, je serais curieux de vous demander. En tout cas, ma perception de lui a beaucoup changé. Là, je l'haïssais avant. Maintenant, je suis quasiment en train de l'aimer. Est-ce que vous avez des joueurs, vous, que votre perception de ce joueur-là a évolué, a changé? Vous êtes passé de l'haïr à passable, puis peut-être même l'aimer? C'est Chara, on l'a haï toute sa carrière, même avec les Islanders. Il se faisait tout le temps huer. En fait, c'est ça. En fait, c'est qu'on a passé de l'haïr à on s'en sac de lui. Complètement. L'indifférence. Mais Brad Marchand, on l'aime maintenant, j'ai l'impression. Ouais, parce que justement, on voit ce côté-là un peu plus différent de. Ça peut être un joueur qui est plus actif. Oui. Au courant de ta vie. On peut changer de sport aussi. Ouais. Moi, je détestais Alex Rodriguez. Détestais. Ah ouais. Puis quand ça, tu l'as aimé? Depuis qu'il est dans les médias. Je le trouve vraiment plus sympathique dans les médias. Il amène comme une autre facette, mais je l'haïssais là, quand il jouait pour les Yankees. Là. Je le trouvais, tu sais, la fois qu'il avait tapé sur le gant, je pense que c'était Bronson Arroyo. Oui. Tu sais, honnêtement, à un moment donné, il y avait un ballon qui avait été frappé entre l'arrêt-court et le 3e but. Il avait crié. Puis A-Rod, il contournait les buts, passait du 2e au 3e. Fait que quand il est passé à côté des joueurs, il criait « OK! » Je l'ai! Fait que les deux gars se sont tassés et la balle est tombée. Tu sais, il était vraiment ici. Les stéroïdes. Les stéroïdes, puis tout ça. Mais vraiment, dans les médias, on découvre une autre facette de sa personnalité. Fait que j'irai avec A-Rod. Moi, avec autre sport, moi, j'y allais avec Max Verstappen. Max Verstappen. Ah ouais. Ben, moi, j'étais un pro Lewis Hamilton. Là. Faut pas que Greg l'entende trop fort. Là. Mais honnêtement, Max, depuis 2021, ça a été vraiment difficile. C'est un gars qui conduit de manière super agressive. Il laisse pas sa place sur la piste. Puis il joue un peu tout le temps sur la ligne des règlements. Sauf que là, cette année, il est pas dans une position où il domine. Il a pas la meilleure voiture. On dirait qu'il fait ressortir vraiment ses plus grandes qualités. Je commence à me réchauffer à l'idée de l'aimer, ce gars-là. Ah ouais, intéressant. Toi, Ali? Je suis encore en train d'y penser. Mais je pense Tom Brady. De Tom Brady, comme tout le monde, j'étais absolument tanné de la dynastie des Patriots. Année après année, il était toujours au Super Bowl. Mais à la fin de sa carrière, c'était tellement impressionnant de le voir encore. T'sais, à 45 ans, il était rendu avec les Buccaneers de Tampa Bay, puis il était encore excellent. Il était encore au sommet de son art. À un moment donné, t'as pas le choix de juste prendre un pas de recul, puis apprécier l'excellence. Tu sais, des fois, quand on a des fans de sport, on est tellement pris dans l'émotion de « Ah, lui, je l'aide ». C'est comme... Hey, des athlètes comme Tom Brady, là, on n'en verra pas d'autres dans notre vie. Fait que apprécions-le pendant que c'est encore là. Fait que moi, ce serait mon choix. C'est une bonne réponse. Je te dirais que j'ai un peu le même feeling envers l'équipe des Patriotes. Ouais. J'ai détesté les Patriotes. Et là, aujourd'hui, c'est une équipe que j'affectionne parce que c'est plus des underdogs, puis on les voyait pas venir, puis ils recommencent à performer. Ouais. Puis c'est tant mieux pour eux. Comme on le fait chaque semaine, je vous propose qu'on y aille chacun avec notre radar de la semaine. Je vais commencer avec toi, Ali. Qu'est-ce que tu avais sur ton radar cette semaine? Les Maple Leafs de Toronto. Ça a pris 7 matchs et la marde est déjà pognée. Je dirais que ça a commencé, on dirait-tu, en fin de semaine. Il y a eu des épisodes, Anthony Stolarz qui s'est fait rentrer dedans solide, personne ne l'a protégé. Ouais. William Nylander en prolongation avec une couverture absolument atroce. Et puis là, Anthony Stolarz les call out dans les médias, ils se font ramasser. Là, on se dit, OK, ben là, ils vont bien commencer cette semaine. En plus, Nylander s'était fait planter par Berube comme une semaine plus tôt. Ouais. C'est vrai. Et là, mardi, se font rincer par les Devils. À un moment donné, il y a un 4 contre 1. Je sais même pas comment c'est possible au hockey. 2 joueurs des Leafs se sont rentrés. Puis là, donc hier, c'est Craig Berube qui est sorti en disant qu'il était tanné puis qu'il s'attend à plus de son premier trio. Moi, je pensais que Mitch Marner, son départ était supposé tout régler. Là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pensais que Mitch Marner, c'était le problème de tout. Puis que, il allait partir, puis comme par magie, ça allait être correct, mais... Non, man. Mais tu le dis à la blague. Il y en avait qui pensaient pour de vrai. Là. Mais je pense qu'à l'intérieur du vestiaire, on avait cette pensée magique-là de bon, c'est fait. C'est réglé. Pas besoin de plus travailler, pas besoin de mettre un effort supplémentaire. Le dossier est fini. Maintenant, on va gagner la coupe. Tu sais,
Alors qu'on le voit bien là, en début de saison. Ouais. C'est très, très croche à Toronto. Là. Puis c'est maintenant que Craig Berube va prouver qu'il mérite ou non son salaire, puis tout, je Ouais, pense, je suis d'accord. le crédit qui lui revient. T'sais, il y a quand même un certain statut, Craig Berube, gagnant de la Coupe, c'est un tough. Quand il est devenu disponible puis les livres sont renvoyés Sheldon Keefe, tout le monde se disait faut que ce soit Craig Berube, c'est l'homme de la situation. Prouve-le là. Ouais, c'est Parce ça. qu'il faut que tu sois capable de les casser, il faut que tu sois capable de leur montrer que non, vous allez jouer de ma façon. Puis je pense que Craig Berube est un des coachs les mieux de payer de la LNH. Il est mieux de le prouver parce que ça va brasser rapidement à Toronto si c'est pas le Il a cas. souvent été vanté comme étant un coach de culture. Exact. Et là, man, tu peux pas commencer à critiquer tous tes joueurs dans les médias. C'est un coach de culture, on s'entend. Là. Puis, tu sais, Non, mais il y avait peut-être besoin d'envoyer des messages aussi. ouais, il y a ça, c'est vrai. Il y a ça. Il a fouetté. Il a fouetté. Il a fouetté. Mais tu peux pas fouetter à répétition. Non, T'sais, parce tu que... peux pas utiliser cette arme-là tout le temps non plus. Ouais. Non. En même temps, c'est sûr que quand tu gagnes, c'est facile que c'est tout nouveau, tout beau, tout le monde s'aime. Ouais. Quand tu perds, c'est là que tu vois un peu plus le caractère de certains sortir. Tu sais, évidemment, je ne vais pas tout ramener aux Canadiens, mais on n'a pas l'impression que de clic présentement au sein du groupe. Puis on a l'impression qu'il y a une belle harmonie, une belle chimie, puis on ressent ça depuis le début du camp d'entraînement. C'est une évidence qu'à Toronto, présentement, dans le vestiaire, Ben oui. Anthony Stolarz, avant de sortir des médias pour dire... il l'a pas nommé de façon explicite, là, mais avant de planter William Nylander, c'est sûr qu'ils se sont engueulés dans le vestiaire. C'est là. sûr. Ben oui. T'sais, c'est quand la dernière fois, elle brûle pour point, c'est quand la dernière fois qu'un joueur des Maple Leafs est sorti publiquement pour planter un coéquipier? On dirait qu'ils font jamais ça. Hein? Non. On dirait que c'est comme tout le temps un peu... il n'y a pas de problème. T'sais, on accepte un peu la défaite. C'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça qu'un joueur sorte publiquement puis mette son poing à terre puis dise « Je t'ai écœuré de perdre, puis il faut que ça change. » Ben, c'est pas le capitaine qui est supposé faire ça. Pour le Exact. vrai, moi, je pense que ça part de là. Tu sais, Austin Matthews, je l'avais parlé dans un des épisodes précédents. Moi, je l'aime pas. Je trouve pas que c'est un bon leader. Je trouve pas que c'est la vedette que tu veux avoir pour ta franchise. Puis on le voit encore. Là, il est où, lui, à travers tout ça? T'sais? Ouais. C'est supposé Non, mais être c'est lui, vrai. là. C'est vrai, il se lève pas, c'est super individuel. Si on pouvait mettre Austin Matthews dans une maison à Harry Potter, ça serait probablement Serpentard. J'ai pas eu la référence. J'ai jamais écouté Harry Parce Potter. que il pense à lui. Ok, là, je suis allé un Là, peu il y a trop loin, plein de clairement. monde qui là. pense qu'il fallait que tu plugues Serpentard. Vraiment pas. C'est vraiment pas ça. C'est pas ton mot, c'est génial. Non, c'est vraiment pas ça. Mais ben, c'est ça que je trouve, tu sais, on qualifie ce joueur-là d'un peu plus individuel. Il a pas voulu signer le gros contrat à long terme tout de suite, un contre-pont de 4 ans. Là, 5 ans, je pense. 5 ans. Ouais. On dirait que les négociations sont tout le temps un peu houleuses, puis justement, il veut pas se mettre le pied dans les plats, mais en même temps, le rôle du capitaine, c'est un peu de le faire. Tu sais, tu prends l'équipe sur ton dos. Ah, t'avais raison, Hugo, excuse-moi, c'est 4 ans. Celui C'est d'avant son, était c'est son 5. contrat d'avant qui était 5 Ouais, ans. c'est ça. Excuse-moi. Il n'y a pas de trouble, mais c'est ça. Fait que je trouve que soit que lui va devoir se réveiller, soit que il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change à Toronto, mais il faut que ça parte de lui. Va-t-il conclure son contrat à Toronto? Peut-être m'amener, là. La fameuse peut-être. culture, là. Colin, si ça marche pas avec le 34, puis tu l'as dit, Oli, si ça part d'en haut, ben, il va peut-être falloir creuser plus loin que Mitch Marner. Mais là, je vous parle pas de faire une transaction le 30 juin, alors qu'on a le maraudage qui nous pend au bout du nez, puis c'est la raison qu'on échange avec Vegas. Je vous parle de faire une transaction structurée où est-ce qu'on va chercher un réel retour et qu'on modifie le visage de la franchise. Hey, tout le monde, là, soyez francs. Quand vous avez vu Vlad Guerrero Jr. débarquer avec le chandail d'Austin Matthews avant le match 7, Ben là, tout le monde a eu le même réflexe de se dire « Ah non, ils vont te choquer. » c'est le pire chandail à mettre pour un match numéro 7. Voyons donc. Littéralement, c'est le pire match. Fait que si tout le monde a ce feeling-là, peut-être que ce serait le temps de regarder, parce qu'il y a une énorme valeur, Matthews. Là. Il y aurait un pont d'or Toronto pour une transaction. Il reste encore 2 ans après cette année. Il y a une clause complète de nos mouvements. Je suis tout d'accord, je suis tout compliqué. Ça sera compliqué, c'est sûr. Mais je pense qu'il va falloir avoir la réflexion à demander du côté des Leafs. Ouais. Puis j'ai jamais eu tant l'impression qu'Austin Matthews était content de jouer à Toronto. Ouais, c'est vrai que. J'ai toujours un sentiment weird de, tu l'as dit, les négociations compliquées. C'est pas nécessairement le gars le plus vocal de comme hey, moi j'adore ça ici, je veux passer toute ma carrière ici. J'ai toujours eu l'impression qu'il est comme là, mais que ça est tenté à moitié. Ouais. Moi, ça me surprendrait aucunement qu'il se retrouve ailleurs. C'est sûr qu'il finit pas sa carrière avec les Leafs. Je pense pas non plus. Je serais pas surpris non plus qu'il finisse même pas son contrat. Là. Non, honnêtement. Puis c'est vrai qu'il donne pas l'énergie qu'il veut être là. Puis, mais tu sais, il y a une attitude. Puis on parlait
y a quelques années de son jeu défensif. Il y a eu une année où Austin Matthews, c'est un joueur responsable défensivement, mais il est capable. il a un style de jeu très nonchalant. Mais ça, il l'apporte aussi en dehors de la glace. Et je pense que c'est là qu'il y a plein de questionnements qui s'ouvrent. Puis on a déjà parlé de rumeurs de transactions à son égard. C'est sûr que ça va recommencer, ce moulin-là. Puis c'est une des cibles principales pour la Ligue. Là. Je veux dire, Gary Bettman, c'est sûr qu'il se frotte les mains en regardant ça. Là. Je sais que ça a plus ou moins rapport, mais quand même, je trouve ça intéressant parce que je viens de mentionner Guerrero avec le chandail de Matthews. Avez-vous vu la petite controverse de Shane Wright avec le chandail des Mariners? Pas trop compris ça, c'est bon. Mais dans le fond, rapidement, les Mariners, pas les Mariners, mais le Kraken sont. Je pense qu'ils jouaient à Toronto, justement. Oui, c'est exact. C'est exact. Ils devaient porter le chandail des Mariners pour supporter les Mariners dans la série parce de championnat. Parce qu'il y avait, en même temps, évidemment, Mariners Blue Jays. Mais c'était ouvertement su que Shane Wright, c'est un fan des Blue Jays. Donc, les Blue Jays ont répliqué sur Twitter. Ils ont répondu, l'ont tagué, ils ont dit immédiatement « Hey, Shane, faites-en pas, on va se reprendre. On va t'inviter à faire un lancer protocolaire la saison prochaine. Faites-en pas, on savait que c'était contre ton dirige. Hein. » C'était vraiment drôle. J'ai trouvé ça vraiment comique. C'était un beau clin d'œil. Moi, je suis content que, évidemment, on n'est pas un podcast de baseball, là, mais j'étais content que les Jays éliminent les Mariners parce que moi, là, je sais pas comment ça s'appelle, la fourchette là, qu'ils ont quand ils frappent les circuits. Le trident. Le trident. Ouais, j'étais un peu écœuré de le voir. Puis bonne chance aux Jays contre les Dodgers, évidemment, en série mondiale. Ça commence demain, si vous écoutez l'épisode dès qu'il a la sortie. Bien hâte de le voir. Vas-y donc, Hugo, avec ton radar de la semaine. Ouais, ben les gars, tantôt, on parlait de Eric Tolsky, mais là, moi, je vais parler de Toski, la mascotte du Mammoth de Utah. Écoute, c'est simple. Super introduction de Toski. Il sort d'un igloo, genre un bloc de glace pour représenter l'air de glace. C'est vraiment cool. Et depuis, le Mammoth est invaincu. 4 victoires, aucune défaite. Est-ce que c'est devenu le nouveau porte-bonheur de l'équipe? Moi, je crois bien que oui. Ça va très bien pour le Mammoth. Ils ont 5 victoires, 2 défaites présentement. Est-ce qu'ils jouent enfin à la hauteur de leur potentiel? Ouais. À un moment donné, c'est le temps que ça embraye. C'est un peu le Canadien de l'Ouest. Pour de vrai, là. Puis on les a toujours comparés dans les dernières années parce qu'ils finissaient à des rangs similaires au classement, mais les trajectoires sont très similaires entre les deux équipes. Ils ont commencé beaucoup plus tôt, par contre. Ouais, ça, c'est vrai. Une reconstruction beaucoup plus lente que celle de Montréal. Mais là, ils sont enfin rendus, je pense, où ils veulent être. Oui, mais je pense, donnons un peu de crédit à l'état-major en place, là. Autant Armstrong que Tourigny, là, les deux font de l'excellent boulot. C'est juste qu'on a pris notre temps. Très, très lent. Et dans les dernières années, on a appuyé sur l'accélérateur avec la transaction Sergachev, des choses comme ça. Peterka, ça le JJ Peterka. Mais moi, je leur souhaite au Mammouth de passer enfin à l'étape suivante. Là, ils sont rendus là. Ce serait une déception, je pense, que de ne pas faire les séries cette année. Oui, absolument. Puis on parlait de Kent Hughes pour le Jim Gregory tantôt. Armstrong aussi avec Utah. Si jamais l'équipe fait les séries, il va être en liste pour ça aussi. On a accumulé beaucoup de talent dans les dernières années. Pour de vrai, là, les Schmaltz, les Gunter, Keller, Cooley, ça en fait vraiment beaucoup. Puis j'aime vraiment cette équipe-là. Je suis content pour André Tourigny. Ouais, puis il y a des beaux talents aussi. Là. C'est ma chef, Daniel Butt. Là. Daniel Butt, je pense que les gens vont aimer Daniel Butt. TJ Ginla. TJ Ginla qui est là, effectivement. Puis ce qui est le fun, Caleb Desnoyers un jour. Un peu comme le Canadien, mais on a encore une abondance de choix à venir. T'sais. Premier choix encore en 26, mais on a 3 choix de deuxième tour en 2026. Fait que ça, c'est intéressant. On verra là, si les Rangers décident ou non là, de conserver le choix. Là. En tout cas, il y a une condition reliée à ça. Je n'ai pas le temps de la lire à l'instant, mais au final, c'est une formation qui est bien nantie, qui a une bonne banque d'espoir, qui a encore des bons jeunes, qui a une bonne structure salariale, qui est bien dirigée. Fait que oui, je pense que le Mammouth a tout pour réussir. On s'est très bien sorti de la merde dans laquelle John Chaika nous avait mis du côté de Utah. N'oubliez pas qu'ils ont perdu un premier choix il y a quelques années en raison qu'ils avaient tenu comme un combine illégal ou je me souviens quelque chose du genre. On avait dû laisser tomber un choix de premier tour, tout comme les Sénateurs, soit dit en passant, ça s'en vient. Ça, c'est sur l'échange de Dadonov. C'est exact. Exact. Et Utah avait aussi... ils ont eu des mauvaises transactions. La transaction Taylor Hall, à l'époque où c'était les Coyotes, là. Il avait vraiment mal géré son équipe. Phil Kessel. Il avait été vraiment agressif pour aucune raison. Fait que là, ça les a comme forcés à reconstruire. Mais sincèrement, quand tu regardes leur choix au repêchage dans les dernières années, ils ont vraiment bien repêché. Là, et plusieurs de ces jeunes-là ils ont été utilisés dans les transactions par la suite. Comme Josh Doan, J.J. Moser, Connor Gigi.
Mais si tu fais pas ces bons choix-là, t'es pas capable d'aller chercher Sergachev, t'es pas capable d'aller chercher JJ Peterka. Fait que pour de vrai, là, bravo. Puis tant mieux pour Utah, parce qu'il y a rien de pire que de débarquer dans un marché puis avoir une équipe qui est pourrie. Non, c'est ça. Surtout qu'Utah, c'est pas un marché traditionnel de hockey, c'est complètement nouveau là-bas. Il y avait besoin que l'équipe performe rapidement. Là. Mais je sais pas si c'est parce que c'est tout nouveau, là, mais moi, ce serait dans les destinations que j'aimerais aller voir un match. On dirait que ça m'attire d'aller voir une rencontre à Salt Lake. Mais ça, c'est super cool comme ville. Puis comme État, là, comme ambiance. si vous aimez le plein air aussi, c'est vraiment une belle place, c'est dans les Rocheuses. Faire attention aux autos, par contre, par exemple, Emile Heinemann. Ça, c'était bon. Très bien envoyé. Pas trop loin de Salt Lake, le Colorado. Ouais. Et on pourrait être un peu en territoire connu si jamais vous allez voir un match de l'Avalanche, parce qu'ils vont enfiler l'uniforme des Nordiques de Québec cette saison, dont une fois contre le Canadien de Montréal. Ça vous dérange-tu, vous? Est-ce que vous le voyez comme un affront ou au contraire, vous êtes content qu'on honore ce qu'on avait bâti ici dans la province? Moi, je pense que je pense que tu peux le voir d'une manière ou d'une autre. Pour certains, c'est des nostalgiques qui vont être atteints puis ils vont être satisfaits de ça. En même temps, il peut y avoir deux clans. Il peut y avoir le clan qui vont vraiment apprécier le fait que l'Avalanche rende hommage aux Nordiques, mais de l'autre bord, peut-être un manque de respect. Ouais, pour moi, c'est un manque de respect. T'as volé la franchise des Nordiques. Tu l'as acheté, en fait. Tu l'as pas volé. Elle était à vendre. Ouais, tu l'as volé pareil. Là. Tu l'as pris des gens de Québec, tu leur as arraché ça, ils ont gagné une Coupe Stanley un an plus tard, puis là, tu le tournes le fer dans la plaie comme ça. En plus, je trouve surtout de le mettre contre le Canadien. Je comprends l'idée de marketing derrière, là. C'est un gros stunt, Canadien nordique, mais j'ai comme un malaise de voir ça pour de vrai. C'est la même chose pour quelqu'un de Hartford qui voit les Hurricanes mettre un chandail des Whalers. Là, ça va se passer en Nordique Whalers. Ouais. Guillemets, là. Je trouve ça bizarre pour de vrai. Là. C'est de l'appropriation de. Ça n'a aucun rapport. Comme gardez-la votre histoire de l'Avalanche. Les Nordiques, c'est Québec. Touchez pas à ça. Je suis pas un fan des Nordiques, mais si j'en étais un, je serais en beau joueur le vert. Ah, c'est intéressant. C'est un point de vue intéressant parce qu'on a parlé à Stéphane Fizet un peu plus tôt cette semaine. Puis lui, évidemment, c'est un ancien choix des Nordiques. Puis lui, il était content de revoir le chandail. Il était content. Il est beau, le chandail. Oui, il est super beau. Là, pas le point. C'est vraiment juste de. Est-ce que tu as l'impression qu'au final, il te frotte un peu ta face dans le caca? Là, c'est genre, hey, on vous l'a volé, puis regardez comment ça nous fait bien. En même temps, les gens de Québec peuvent se dire, wow, l'instant d'une soirée, regarde, je revis des belles émotions. Mais tu sais, qu'est-ce qui était plus insultant? Est-ce que c'est le fait que l'Avalanche ramène le chandail authentique des Nordiques présentement ou qu'il ait ramené le chandail des Nordiques un peu plus tôt avec les couleurs de l'Avalanche? Ah, dans le fameux... Ça, c'était laid. Là. Ça, c'était vraiment laid. Mais ça a été longtemps le chandail le plus vendu dans LNH. Hein? Ben oui. Le chandail de Nathan McKinnon. Le Reverse Retro là, de l'Avalanche du Colorado. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est un peu gossant dans ce que tu viens de dire. C'est clairement, là, tout ça, là, ce n'est pas dans une optique de nostalgie. Là. Non, c'est pour vendre. C'est dans une optique de marketing puis de faire de l'argent. Ben oui, absolument. C'est sûr. Il y a plein de monde, là, qui probablement à Québec ou au Québec, qui vont s'acheter un chandail McKinnon avec le goût nordique. C'est dommage, mais en tout cas, j'en achèterai pas. C'est l'aspect rétro. L'Avalanche l'avait fait aussi un peu plus tôt avec les Rockies. Les Rockies, c'est même pas l'Avalanche. Dans l'histoire, dans mais la au ligne moins, narrative. c'est la même ville. Fait que tu peux dire que c'est les mêmes partisans. C'est les mêmes... C'est possible que si t'es grandi fan des Rockies, je sais que ça a vraiment pas duré longtemps. Je pense que c'était comme 2-3 ans, là, les Rockies. Mais probablement un chandail de Lanny McDonald dans quelque part. Ouais, c'est vrai. Il était beau en plus. Il était super beau, les couleurs malade. Je vais aller avec mon radar, les gars, cette semaine. J'y vais du côté des Sharks de San Jose avec Ryan Warsawski. J'ai hâte de vous entendre. Il a mentionné, grosso modo, là, je paraphrase, j'échangerais un de mes enfants pour une victoire. Parce que les Sharks, ça va très mal. Il doit les haïr, ces enfants. Ils doivent être tannants. Ah ouais. Il a même fallu qu'il s'excuse. Il a fallu par la suite qu'il ressorte public, puis via communiqué, qu'il s'excuse parce que les commentaires ont été interprétés, puis évidemment, moi, pour vrai, j'ai pas mal compris dès le départ que c'était une façon de parler. Mais oui, c'est ça, là. Je pense pas qu'il y avait vraiment l'intention de... Tu sais, c'est juste, moi, pour vrai, je le voyais d'une façon très imagée de dire, Colin, j'ai hâte qu'on gagne une game. On est-tu rendu frileux, honnêtement, au point qu'ils doivent ressortir publiquement pour dire, ben non, j'ai pas vraiment l'intention d'échanger mes enfants pour une victoire. Non, je sais. Moi, c'est ça que j'ai sur mon radar, à quel point on doit s'excuser pour tout de nos jours. Il faut faire attention, puis les gens sont vraiment frileux par rapport à ça. L'image est super importante dans tout, en fait.
Puis, ouais, c'est ça. J'imagine mal avoir un formulaire de consentement de ses enfants pour dire oui, j'accepte. oui. que tu Vendez-moi parles de moi. à Ouais, Gary ouais, Bettman. ouais. Non, mais honnêtement, c'est particulier. Honnêtement, c'est particulier. Mais, genre, honnêtement, là, qui a été offusqué par ça, là? Tu sais, je me pose la question. Sa femme, elle a. C'était sûrement drôle, dit, elle là. était cave, là. Ouais, mais- probablement ouais. que sa femme et ses enfants doivent être ceux qui l'ont pris le plus raide, là. Mais sinon, Si t'étais un partisan des Sharks, tu t'en fous-tu? Que... c'est en sac, Ben là. oui. C'est juste pisse parce qu'ils n'ont pas gagné. Ben là. oui. C'est tout. Puis honnêtement, là, Ouais. sincèrement, si j'étais un fan des Sharks, je serais content que mon coach soit démonstratif de même puis que ça l'énerve que tu gagnes pas. C'est un bon Tu sais, point. il est que pas t'amènes. indifférent. Il serait prêt à sacrifier un de ses enfants pour une victoire. là. Ça Il veut dire veut qu'il est gagner dévoué au à groupe. tout prix. Non, mais c'est vrai, c'est un bon point que tu apportes. Ouais. Ça l'affecte, puis il va tout faire en son pouvoir pour que ça fonctionne. Tu sais, il est pas juste là en train de dire ouais, ben tu sais, Ou critiquer. j'ai aimé notre game là, puis quand notre game va être meilleur dans la game, ça va être mieux. Puis tu aussi, sais. puis là, Ouais, ça ou dépend des critiquer son premier philosophies, mais trio, tu sais. évidemment, chacun a sa façon de voir les choses. Mais je ne sais pas si du côté des Sharks, on vise encore à gagner un haut choix repêchage. Peut-être qu'on essaie d'instaurer une culture que Ouais. on veut pas devenir dans cette spirale-là de défaite puis qu'on soit pas capable de s'en sortir. Fait que mettons nos bottes de travail et essayons de gagner des matchs. De toute façon, on va finir dans la cave, peu importe. C'est sûr. Mais au moins, essayons de gagner des rencontres. C'est ça, ça peut être intéressant. Ouais. Puis, point intéressant à noter, on n'en serait pas là si c'était pas du fait que William Eklund a raté un filet, que Jack Eichel a lancé C'est une vrai. rondelle de la zone neutre, Qu'Alex et qu'après ça, Nedeljkovic, Nedeljkovic allait faire une petite promenade sur la ligne bleue. C'est vrai pareil quand tu Ouais, y c'est penses. vrai. Là. Ils n'ont pas encore gagné une game, mais ils auraient gagné celle-là. Ouais, puis je pense aussi que c'est le fait que tu sais, il y a quand même des espoirs très cool à aller voir à San Jose. Là. Le talent il est incroyable. Puis je pense que on veut, tu sais, Washington veut pour ces jeunes-là. Ils veulent les voir connaître du succès parce qu'ils savent qu'ils vont connaître du succès dans la Ligue nationale. Puis je comprends son dévouement pour la cause. Par contre, Gavin McKenna, ce serait incroyable avec eux. Ben là, ça ferait. La franchise ferait vraiment un saut dans leur reconstruction. Mais on sait tous les gars, ils s'en vont à Pittsburgh. Vous savez, les gars, qu'il y a des gens qui remettent en question Gavin McKenna premier. J'avais la discussion avec Marty. Ah ouais. tu sais, Pour l'intérieur du- Verhoff, Ouais, pour Ouais, Keaton pour Verhoff. Keaton Verhoff ou pour Pierre-Jean-Jacques, là, Ok. Bart Stenberg ou peu importe. là. Ouais. Ah ouais. Tu sais, Marty du podcast Processus, et j'ai aussi un podcast avec lui qui s'appelle La Relève. Puis il me disait ça, l'épisode, pas qu'on vient de faire hier, mais la semaine dernière, comme quoi il y a des gens qui commencent à OK, mais là, à Penn State, l'implication physique, c'est plus difficile, c'est pas le plus gros des bonhommes. Ouais, ça, Hey, c'est- on parle quand même d'un talent exceptionnel. là. Hey, c'était la même chose il y a quelques années. Il y en avait qui disaient que Connor Bedard devrait peut-être pas sortir premier. là. Ben Tu sais, à non, un c'est moment ça. donné. Là. Oui, mais en même temps, on avait le même genre de discussion pour Shane Wright et finalement, Shane Wright a glissé. Ouais, Ça n'arrivera pas pour Gavin McKenna. Je suis Ben non, convaincu ben qu'il non. va sortir premier. Mais juste, il y a des gens, et en même temps, il faut faire attention en 2025. Là, des fois, il y a des gens qui essaient de se rendre intéressants là, pour le clic ou pour l'attention. Mais il y a quand même des gens qui, au moment où on se parle, remettent en question le statut incontesté de Gavin McKenna. au Ouais, non, repêchage. c'est ça. Il y avait beaucoup de fans des Flames qui espèrent le voir. Ils ont déjà abandonné sur la saison, là, puis ils espèrent. Ben ouais, avoir- mais il a joué à parce- Medicine Hat à genre 20 Exact, minutes des c'est un Calgary, gars de là. l'Ouest. Exact. Puis ce serait quand même cool. Je sais qu'il y a une grosse différence d'âge, là, mais la bataille de l'Alberta, t'as McDavid à Edmonton, puis t'as Gavin McKenna avec les Flames. Ce serait serait fou. extraordinaire. Ça serait malade. Ce serait extraordinaire. D'ailleurs, j'en ai parlé dans 100% Max, je crois que c'était hier. Là. Saviez-vous que Jack Eichel est passé très proche à l'époque où il a été échangé aux Golden Knights? C'était les Flames qui étaient deuxième en lice. Ah ouais? Ah ouais? C'était eux qui étaient les finalistes pour mettre la main sur Jack Eichel. Ça aurait été cool. La bataille de l'Alberta. McDavid contre Eichel. McDavid Eichel, les deux premiers choix du 1-2. repêchage de 2015. Hein? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné? L'offre des Golden Knights. c'était L'offre plus des intéressant. Golden Knights. Maintenant, ce qu'il a fait surface de ce que j'ai lu, puis j'ai de la misère à croire ça, c'est Kevin Weeks qui avait tweeté là-dessus à l'époque, comme quoi Matthew Tkachuk aurait été inclus dans l'offre des Flames. Mais j'ai de la misère à croire qu'on aurait offert Tkachuk puis que les Sabres l'auraient pas pris. Peut-être qu'ils pensaient que s'ils mettent la main sur Tkachuk, il va pas vouloir rester là. Mais ok, ça aurait ça été une venait pas- grosse offre. Là. Ça C'était- n'est pas qu'une prolongation de c'était- contrat. Non, c'est ça. Puis c'était à l'époque où il allait devenir agent libre, là, mais tu sais, c'était des choix, des jeunes. Et tu
peut-être Matthew Tkachuk, peut-être quelqu'un d'autre, mais ça a été corroboré par bien du monde, même du côté de Calgary. Même Jack Eichel, il l'a confirmé. C'était les Flames qui étaient deuxième en liste. Aïe, ça, c'est fou. Hein. Hey, quand tu parles de changer le cours de l'histoire, là, Ben oui. Matthew Tkachuk n'est pas en Floride. Ils ont peut-être pas de coupe. Ils ont probablement pas de couple. Ouais. Puis, c'est pas le seul joueur responsable des Les la Flames coupe. sont pas pris avec Jonathan Huberdeau. Ouais, c'est vrai. Wow. Hey, eux, là, C'est vrai, là. Ben, ça aurait changé le cours de cette franchise-là. Peut-être que le Canadien n'aura jamais Sean Monahan. Peut-être que les Peut-être. Sabres, avec un Matthew Tkachuk, eux, ils réussissent à prendre le pas de plus, tu sais, avec ce leadership-là, avec ce joueur de caractère-là. Ils finissent par faire les séries. Hey, ça leur aurait-tu fait du bien, ça? Hey, ça aurait Matthew été- Tkachuk à Buffalo? Les deux frères Tkachuk dans la division Atlantique. Oh boy. T'aurais été mieux de ça s'exprimer. aurait été La malade. rivalité Honnêtement, wow. Sabre-sénateur aurait pris... Ben, quoi que les deux sont dans l'Atlantique en ce moment. C'est pas bien loin. Ben oui, c'est un bon point que t'apportes. Hey! On est là. Tkachuk C'est dans malade. l'Atlantique. Wow, shit! Ouais, mais ouais. Oh là là! Ça, c'est la Ben, fatigue. c'est parce que man. C'est géographique. C'est la proximité Ouais. géographique. Oui. Ouais, c'est plus ça qu'on parlait. Géographiquement, Parce On que- pense encore à la bonne vieille division, je sais pas, Norris. à 5 là, équipes. Ouais. Ouais. Mais au final, le point, c'est que ça aurait été intéressant. Buffalo, Ottawa, c'est à côté. Là. Ouais, C'est exact. pas loin. Là. Ben non. Exact. Ah, ça aurait c'est été bon. bon. Là. Oh là là. Non, Parce qu'affronter effectivement. les Sabres, c'est tout le temps un peu des matchs inodores. Là. Ben oui. Tu sais, Ben oui. Il y a plus. C'est pas Win Power ou Rasmus Dahlin qui amène. Ben, une Rasmus animosité. Dahlin a failli se battre avec Slav lundi. Là. Ouais. Puis vu qu'en marchant, il a arraché son casque. Ouais. Il y a bon, de quoi, ça. lui? Il était écœurant, par contre, Ouais, Rasmus il est malade. Dahlin. Ah, c'est un excellent Ah, il est joueur. tellement fort. Je te dis juste, c'est pas le gars Non. que. Il te fait pas enrager, là, t'es pas Non, sur le bout de ton non, siège. T'admires son talent, il est un patineur extraordinaire, tout ça. Oui, c'est vrai, mais c'est pas Matthew Tkachuk. Non, juste c'est ça. sûr. Exact. Hey, c'était vraiment cool, les gars. Ouais. Encore une fois, cette Yes. semaine, super beau podcast. J'espère que vous avez apprécié à la maison. J'espère que vous avez trouvé les mots qu'on Est-ce que a vous les utilisés. avez dit? Moi, je l'ai dit. Moi, j'ai même pas remarqué. Moi, j'ai pas remarqué le tien. J'ai Moi pas non plus. remarqué. Moi, j'ai pas remarqué le tien. J'ai Ouais, pas moi, remarqué je l'ai aucun dit. de vous deux. OK. Je vais aller réécouter le podcast, Ouais. mais je te confirme que le tien, je l'ai remarqué. Ouais, moi aussi. J'espère que vous allez les trouver en commentaire. Sinon, allez-y pour des suggestions. On est toujours bien ouverts. Puis on espère qu'on va vous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de Radar. Bye bye tout le monde.